Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français sur Sud Radio qui met en avant ses talents, qui ne manquent pas d'ingéniosité et de créativité. On vous donne rendez-vous tous les dimanches à 13h30. Et au programme du jour, nous vous ferons découvrir un entrepreneur qui a mis en place une application pour venir en aide aux victimes de harcèlement et de violence, notamment le harcèlement de rue. Son fondateur la présente comme un ange gardien électronique dès que l'on sort de chez soi. Comment ça fonctionne concrètement? On en parle dans la deuxième partie de cette émission. Notre premier invité est neuropsychologue et on va évoquer avec lui un sujet qui concerne beaucoup de parents. Il est fondateur et directeur général d'un réseau d'écoles françaises pour les enfants dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques et autres troubles de l'attention. Un réseau d'écoles et de collèges unique en France qui accompagne les élèves du CE2 à la 3e. On en parle tout de suite dans C'est ça la France. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Hervé Glazel. Bonjour. Merci d'être avec nous au micro de Sud Radio. Alors vous avez fondé le CEREN, le Centre de référence pour l'évaluation neuropsychologique de l'enfant. C'est un réseau d'écoles spécialisé dans l'éducation et la prise en charge des enfants 10. Une nouvelle école vient d'ouvrir à Marseille. Tout à fait. Il y en a combien en tout maintenant? Il y en a 6. 6 écoles. Alors, on a une idée du nombre d'enfants en France qui rencontrent des difficultés scolaires liées aux troubles de l'apprentissage? Oui, tout à fait. C'est un enjeu de santé publique puisque 5 à 8% des enfants présentent des troubles spécifiques des apprentissages. Ça veut dire qu'en réalité, il y a environ un demi-million d'enfants en France dans le système scolaire qui effectivement souffrent de troubles spécifiques des apprentissages. Il faut le redire, hein, les enfants dyslexiques, dyscalculiques, c'est difficile à dire. En plus. Ne sont pas moins intelligents que les autres, parfois même ils le sont plus. C'est pour ça qu'il faut les accompagner et les mettre sur des rails. Ce sont vraiment des enfants compétents, des enfants qui ont tout à fait les moyens de réussir et de développer leur plein potentiel, de vivre leurs rêves. Cependant, ils sont souvent gênés par un trouble qui va les empêcher, par exemple, de lire ou d'écrire, ou de calculer de manière aisée, ou de concentrer leur attention pendant une longue période. Donc vraiment, ils sont pénalisés par une difficulté qui finalement va obérer leur chance de pouvoir vraiment réussir et se faire plaisir à l'école. Je le rappelais à l'instant, vous êtes neuropsychologue. J'imagine que la difficulté réside dans la bonne identification du trouble pour suivre au mieux les enfants. C'est la raison pour laquelle vous réalisez des bilans neuropsychologiques au CEREN. C'est absolument clé. Parce que initialement, les signes peuvent être relativement vagues. C'est un enfant qui est malheureux à l'école, c'est un enfant en fait qui a du mal à lire ou qui a du mal à écrire ou qui plus jeune avait un retard de langage. Mais tout ça est relativement flou pour la famille et pour les enseignants. Il est essentiel au bout d'un certain niveau d'inquiétude, de pouvoir rencontrer un spécialiste et de pouvoir déterminer à la fois les points forts de l'enfant. Moi, ça me paraît fondamental d'abord de mettre en évidence ce qui marche bien chez cet enfant, puisque c'est là-dessus qu'on va s'appuyer et ses atouts pour lui permettre de se développer pleinement et harmonieusement, mais en même temps de connaître là où c'est plus difficile, de façon à ne pas insister sur des éléments qui pourraient le gêner. Par exemple, s'il a beaucoup de mal à lire, c'est pas la peine en fait de le forcer à lire en classe ou de le pousser de manière trop forte dans le domaine, mais on va l'aider à contourner sa difficulté, on va le stimuler et on va lui permettre comme ça de réussir à accéder au contenu sans être gêné par sa difficulté de lecture. Vous suivez les enfants du CE2 à la 3e. Alors pourquoi pas plus tôt, dès le CP ou même dès la maternelle, et un laps de temps de 2 à 4 ans, c'est bien ça? Complètement, c'est très important. L'idée, si vous voulez, c'est que ces troubles, on peut les détecter un peu plus tôt. Par exemple, une difficulté de langage, vous pouvez l'avoir à 3 ou 4 ans. Une difficulté gestuelle, par exemple, construire, faire des puzzles, tout ça peut être éventuellement identifié un peu plus tôt au moment de la maternelle. Mais c'est finalement à partir du CP qu'on se rend compte qu'il y a l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et puis l'apprentissage formel du calcul. Et c'est là qu'éventuellement vont se cristalliser les difficultés les plus importantes que l'on va pouvoir constater ce qu'on appelle les conséquences fonctionnelles pour l'enfant dans le quotidien, dans son quotidien scolaire. Est-ce que finalement ces difficultés apparentes ont un impact fort en classe? C'est pour ça que nous on attend plutôt le CE2, le temps que ces enfants-là aient pu en fait tester leurs compétences dans le système ordinaire avant de leur proposer une solution différente, puisqu'en fait on va leur apporter tout un dispositif ad hoc qui va à ce moment-là leur permettre de contourner leurs troubles. Et pourquoi ne pas les accompagner jusqu'au baccalauréat?
Parce qu'on pense, si vous voulez, que vers 15-16 ans, au moment du brevet, d'abord il y a une rupture naturelle, il va y avoir des choix qui vont se mettre en place, et puis l'enfant aura maturé, mûri, ce sera créer des stratégies, sera capable, si vous voulez, éventuellement d'être plus efficace en dépit de son trouble. Donc on pense qu'à un moment, il faut effectivement qu'ils retrouvent un système standard de façon à vivre avec leur père, et qu'à ce moment-là, on a moins besoin de les accompagner. C'est notre expérience et qui a fait ses preuves, puisque la plupart de nos élèves réussissent le brevet, c'est à 95%. Quand ils passent ensuite en seconde, ils réussissent leur scolarité, ils réussissent leur bac à 98%. Donc quelque part, ils prennent leur envol. C'est pour ça aussi que on leur fait une proposition de 2 à 4 ans. Une période minimum de 2 ans, puisqu'il faudra prendre le temps de les connaître, de les accompagner, et puis ensuite de leur apporter ces fameux outils de contournement, et puis au bout de 4 ans, de leur donner l'impulsion de repartir en fait dans le système standard. Et je le rappelle, c'est un réseau d'écoles qui est unique en France. Alors ça dure, vous le disiez à l'instant, un parcours transitoire de 2 à 4 ans. À quoi ressemble un cours au CEREN, les matières étudiées, la méthode pédagogique utilisée? Oui, alors effectivement, on a mis en place toutes sortes de petites innovations. D'abord, on suit les programmes de l'éducation nationale. Cependant, on a renforcé les quotas horaires, puisque ce sont des enfants qui doivent travailler différemment et parfois qui ont besoin de plus de temps. Deuxième élément, nos classes sont plus longues. Ça dure 1h15. Ça peut paraître paradoxal pour un enfant qui a des difficultés d'attention. Et pourtant, on ne sait jamais vraiment quand la fenêtre attentionnelle va s'ouvrir. Donc, on permet à l'enfant d'avoir en fait des moments où il est moins là, etc. On fait ce qu'on appelle des pauses cerveau, c'est-à-dire en fait régulièrement, tous les 20 minutes, toutes les demi-heures. En fait, on va respirer, on va mettre la tête entre les mains, entre les bras, et puis on va se reposer un peu, on va écouter de la musique, on va avoir des rituels d'entrée, on va rappeler en fait ce qui s'est fait la fois précédente, on va présenter les éléments à venir, on va clarifier pour l'enfant la démarche pédagogique. Il faut qu'il sache où on en est, parce que sinon il s'ennuie, il sait pas où ça nous mène. Et puis il y a des rituels de sortie qui vont permettre de reboucler, c'est-à-dire en fait de résumer ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, de façon à ce que l'enfant cristallise bien en fait les apprentissages. En fait, c'est un accompagnement scolaire pour les rendre plus autonomes et leur permettre justement de rejoindre après un parcours classique s'ils le souhaitent. C'est totalement ça. C'est donner les outils pour mieux comprendre l'école, pour mieux maîtriser, si vous voulez, non seulement les savoirs, mais les savoir-faire, les bonnes méthodologies. Beaucoup d'enfants, et ça c'est vrai aussi dans le système standard, dans le système ordinaire, par exemple, ça veut dire quoi apprendre sa leçon? Ça veut dire quoi s'entraîner pour un devoir? Ça veut dire quoi des stratégies de lecture pour lire un texte et en retenir l'essentiel? Ça aussi, ce sont des outils méthodologiques que nous apportons. Avez-vous le sentiment que la prise en charge s'est améliorée depuis 15 ans, depuis que vous avez créé le CEREN? Alors il y a vraiment une prise de conscience. Il y a pas de doute là-dessus. Il y a 15 ans, c'était un domaine relativement discret, assez stigmatisant, dans lequel en fait les parents n'étaient pas forcément volontaires pour que leur enfant soit dépisté ou détecté ou diagnostiqué. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience des parents, des professionnels de santé et de l'école. Donc ça s'est beaucoup amélioré de ce côté-là. Cependant, il y a peut-être un effet de balancier inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes, et finalement, la cause des enfants 10 se retrouve noyée, éventuellement dans des difficultés plus larges, des enfants qui ont du mal à l'école. Et c'est pas forcément des troubles 10. C'est presque l'inverse, quoi. C'est que les parents veulent tout de suite faire dépister leur enfant, et parfois, finalement, c'est juste ça n'est pas de l'ordre des troubles de l'apprentissage, ou c'est pas forcément un enfant 10. C'est tout à fait ça. Vous pouvez avoir du mal à l'école sans avoir des troubles 10. Et donc, d'abord, vous avez une variabilité, c'est-à-dire que les enfants sont pas tous pareils, et dans cette variabilité qui est la nôtre, il y a des enfants plus avancés, moins avancés, plus intéressés par la chose scolaire, plus à l'aise à l'école, et qui vont mieux s'adapter. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels ce sera plus difficile. Et c'est pour un certain pourcentage, j'ai bien dit, 5 à 8%, peut-être 10%, en fait, d'enfants qui a une difficulté spécifique, un trouble qui va toucher une compétence particulière pour réussir à l'école. L'objectif pour le CEREN, on le disait à l'instant, déjà plusieurs villes où on peut justement rejoindre ce type d'école. L'objectif, c'est quoi? C'est de continuer à pouvoir justement ouvrir davantage en France? Fort de notre expérience et du succès de nos élèves, on pense que ça a quand même du sens de rapprocher nos dispositifs des familles. Et donc on a démarré dans la région parisienne, on a ouvert à Lyon, maintenant à Marseille, mais il nous semble qu'il serait pertinent de pouvoir fertiliser le domaine de l'éducation en se rapprochant des familles. Donc effectivement, on a le projet d'ouvrir dans plusieurs villes de province dans les 4 à 5 années qui viennent, de façon justement à faire bénéficier de notre dispositif au plus d'enfants possible. Les classes, c'est combien d'élèves en moyenne? Alors c'est 12 à
15 élèves par classe. Oui. En réalité, c'est en moyenne une douzaine d'élèves par classe. Donc là, finalement, la différenciation pédagogique, c'est pas une illusion. Hein. Tout ce qu'on appelle en fait cette adaptation pédagogique, cette inclusion pédagogique, elle se fait naturellement, puisque quelque part, avec des enseignants formés, hein, par ailleurs, mais aussi on a le temps, parce qu'on a les élèves en petit nombre qui nous permettent de faire ce travail voilà, très, très proche de l'élève. Oui, c'est un travail personnalisé. C'est un travail personnalisé. Il y a un commun dénominateur. Le commun dénominateur, c'est que tous ces enfants ont les moyens de réussir. Ça me paraît être quelque chose d'essentiel à communiquer. Ces enfants ont du talent. Il faut leur donner les moyens de réussir parce que ils en ont toutes les compétences, mais il faut leur donner les outils qui leur permettent finalement de dépasser cette fragilité qu'ils peuvent avoir, ce trouble, et leur donner cette capacité de se développer complètement. Merci Hervé Glazel pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le fondateur et directeur général du réseau des écoles Sereine. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après pour évoquer cette invention française, une application qui pourrait devenir votre ange gardien numérique dès que vous sortez de votre domicile. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France et je vous propose maintenant de découvrir Qui Vive, une application pour lutter contre le harcèlement de rue. On en parle tout de suite avec son fondateur. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Jean-Philippe Thible. Bonjour Nathalie. Et merci d'être avec nous dans les studios de Sud Radio. Alors, vous avez inventé Qui Vive, cette application créée en 2020. Il faut le dire, la majorité des victimes d'agressions verbales et de violences ne portent pas toujours plainte pour plein de raisons. La honte, la culpabilité, qui sont des barrières importantes à la prise de parole. Il y a aussi la peur des représailles, le manque de connaissance du système judiciaire et la crainte de ne pas pouvoir apporter de preuves. Donc avec cette application, vous souhaitez justement permettre à ces victimes d'apporter une preuve. Mais exactement, tout est là en fait. On vit depuis des années dans un système où il y a le parole contre parole, qui est une faiblesse en fait. Le parole contre parole, quand un enfant revient à la maison après s'être fait ennuyer à l'école ou harcelé à l'école, il va produire quelque chose. Il a été choqué, il va peut-être pas redonner les bons mots, il va être un peu seul face à la situation. L'idée avec Qui Vive, c'était de créer un outil qui s'adapte en fait à tous les smartphones. Donc vous pouvez télécharger Android ou Apple et on a tous, les gens de Orange me disaient, entre 8 et 10 ans, c'est l'âge de premier équipement. Donc à partir de ce moment-là, au collège ou au lycée, vous pouvez subir évidemment des harcèlements, mais vous serez équipé de l'application Qui Vive qui vous permet a posteriori de l'agression d'agir et de reporter auprès de vos parents ou plus largement après si c'est très grave. Alors pour expliquer comment ça fonctionne concrètement, donc c'est une boucle d'enregistrement, c'est ça? Donc dès qu'on sort de chez soi, ça s'enclenche ou c'est toujours enclenché? Comment ça se passe? Non, c'est pas toujours enclenché du tout. C'est au contraire, c'est un outil. Vous n'oubliez pas votre téléphone, les enfants n'oublient pas leur téléphone quand on sort de chez soi. En général, on a aussi pensé à le recharger. Eh bien, il faut adopter une routine et mettre en route l'application. C'est un bouton. Vous la mettez, elle se met à vous suivre. En fait, elle écoute, elle enregistre et elle efface automatiquement. Donc, si vous ne touchez plus au téléphone, ça s'arrêtera et ça s'effacera en fin de journée. Si vous, en revanche, vous avez subi quelque chose, dans les secondes qui suivent, ça peut être vous lors d'un footing, ça peut être des enfants à l'école, ça peut être des chauffeurs de taxi, ça peut être des gens à la déchetterie, ça peut être des infirmières à domicile, ça peut être des professeurs, ça peut être des élèves qui se font agresser verbalement. Eh bien, dans les secondes qui suivent l'agression, quand vous êtes, sorti de l'agression, vous vous dites mais bon sang, ça c'est pas possible. Vous ouvrez votre téléphone, vous appuyez sur une touche, sauvegarder, et ça va vous restituer les 20 dernières minutes, ou les 40 dernières minutes, ou les 60 dernières minutes, en fonction de ce que vous avez paramétré. Donc ce fichier vous permet de partager avec vos parents en rentrant, en tant qu'élève, mais si c'est vous qui rentrez d'un jogging, vous pouvez partager avec votre conjoint, dis donc il m'est arrivé ça, comment est-ce qu'on réagit? Voilà, c'est un outil. C'est un logiciel que vous avez développé. Absolument. D'ailleurs, on peut le dire en famille.
Avec votre femme et votre fille, c'est une entreprise familiale. C'est un peu ça, tout à fait. Ouais. En fait, c'est basé sur des expériences personnelles avec 2 de mes enfants. J'en ai 3, mais 2 de mes enfants ont eu quelques soucis à l'école et j'étais très impuissant face à ça. Il y en a un qu'on a changé d'école. Enfin, c'était très dur à l'époque. Impuissant face à un parole contre parole, quoi. C'est ça, exactement. Oui, j'ai utilisé plusieurs méthodes. Après, j'ai invité je dis le petit garçon, c'est très gentil, hein, mais qui harcelait mon fils, à dégoûter, pour essayer de le sortir de cette bande qui harcelait mon fils. Enfin, j'ai essayé plusieurs moyens. Aujourd'hui, il est très heureux. Hein. Il vit très bien et il est très content. Mais si on avait eu cet outil qui vive à l'époque, je pense qu'on aurait pu régler des problèmes beaucoup plus facilement. C'est-à-dire aller voir les proviseurs. Alors on est allé voir, mais quand c'est le parole contre parole, de toute façon, non, mais il a pas dit ça. C'est un ange, mon gosse. Donc non. Alors, il faut le rappeler, hein, la loi ne permet pas les enregistrements à l'insu d'une personne, mais il y a un petit détail illégal qui vous permet justement d'utiliser cette application. Absolument. On n'a pas le droit, évidemment, d'enregistrer les gens à leur insu. Sauf que ces gens qui sont protégés par cette loi-là, si eux vous agressent, eh ben, ils sortent du champ de cette loi. Donc, d'un seul coup, vous pouvez utiliser un moyen proportionné pour vous défendre. Et en l'occurrence, un enregistrement pour prouver ce qu'il vous a fait, c'est absolument proportionné. Donc, c'est un logiciel qui a été développé avec un docteur en droit digital. Ça veut dire que cet enregistrement, ça peut être une preuve face à la justice? Absolument, on a un DPO, une caution du droit digital qui travaille avec nous sur le sujet. Donc ça a été développé pour ça, en toute légalité. L'application a été créée assez récemment. Alors ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans qu'on travaille sur le sujet. On est commercialement, on a démarré il y a 2 ans sur Android et Apple. Et je dois dire que ça se développe très vite. Combien d'abonnés à ce jour? Au début, on parlait de centaines. Maintenant, on parle de milliers. Mais notre business model, il est de s'adresser à des mairies, de s'adresser à des gens comme Keolis, Transdev, pour que eux nous achètent des licences. Pour qu'ils les redistribuent à leurs usagers, en fait. Comme ça, on va désamorcer, en fait, sur les premières petites altercations ici ou là. Les gens pourront se défendre, ils pourront concevoir une réponse basée sur une réalité. Les salariés avec leur patron, finalement, ça peut être utilisé de différentes manières. Les femmes avec leurs conjoints. Les femmes avec leurs... Oui. C'est très général, mais l'idée n'est pas du tout de piéger. L'idée, c'est de diffuser à un grand nombre en disant que demain, ça va être sur tous les smartphones. Et les gens vont baisser d'un ton, naturellement. L'assassin ne va pas arrêter son processus, mais la pyramide en fait des agressions, le sommet étant l'assassinat, la base, on peut vraiment travailler sur la base de cette pyramide des agressions grâce à Qui Vive. Vous avez changé de vie pour cette application. Vous étiez cadre commercial dans la vente de véhicules blindés. Déjà dans la sécurité tout de même, Ouais, c'était des véhicules blindés civils. C'était des limousines qu'on vendait partout dans le monde, fabriquées en Bretagne. Pendant près de 30 ans, en Bretagne. Et j'ai fait ça 28 ans. Et donc j'ai une forte notion de ce qu'est la sécurité. Et là, je viens de lancer donc Qui Vive, qui est à la frontière de la sécurité et de la sérénité. Alors quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est une autre vie. Il faut monter un logiciel, il faut taper aux portes, il faut se faire connaître. Exactement. Quelles ont été les principales difficultés en tant que chef d'entreprise? Il faut être un peu fou pour démarrer, de toute façon, mais c'est très bien, c'est super passionnant. J'ai fait 3 levées de fonds, on a développé avec des développeurs indépendants l'application, et aujourd'hui avec ma conjointe, on développe l'application en France et dans les pays européens. Donc la prochaine étape, c'est ça, c'est se développer au niveau européen. Ça existe d'ailleurs ailleurs? Vous avez fait un... Eh ben non, Nathalie, c'est une innovation mondiale. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe nulle part ailleurs, en Europe? Nulle part en Europe, ni et ailleurs. dans le monde et ailleurs. Voilà, donc il y a, comment dire, vous avez un boulevard devant vous avec cette belle application. Mais il faut qu'on tacle ce boulevard rapidement. Donc, avant d'avoir trop de concurrents. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc les contacts dans les mairies, parce qu'on pourrait équiper. Imaginez, ça c'est un petit exemple. Je pense, j'ai pas parlé avec eux, mais Toulouse, c'est 500 000 habitants. Ils ont des millions d'investissements en caméras dans le centre-ville, dans l'hypercentre. Mais c'est vrai pour toutes les villes.
Mais imaginez d'un seul coup l'équipe, le maire, décidant de faire une lettre à tous ses habitants en disant voilà, on a des caméras dans le centre, on a une police municipale, tout ça, ça coûte très cher, on est très content de vous apporter ce service. Et ben demain, on va couvrir la totalité de la ville puisqu'on vous offre à tous les habitants l'application Qui Vive. Donc ça pourrait augmenter le niveau de sérénité partout dans la ville, plutôt que dans les endroits où il y a les caméras. Le message est passé. Jean-Philippe Tible de Qui Vive, cette application 100% normande qui a été créée donc il y a 2 ans, c'est ça. Eh bien, longue vie à Qui Vive et merci d'avoir pris le temps de nous présenter cette application qui pourrait nous aider justement à avoir une preuve face aux agressions verbales et les violences physiques également. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci beaucoup Nathalie. Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite vous présentent Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Bonjour Thibaut, alors quelle entreprise allons-nous visiter cette semaine ? Eh bien cette semaine, on prend la direction de Coursan, c'est un village du Narbonnais, où j'ai rendu visite à un jeune maître vinaigrier. Il s'appelle Laurent Faure. Il a décidé de rendre au vinaigre ses lettres de noblesse, car en fait c'est un savoir-faire qui a été un peu délaissé au profit d'une production industrielle. Et lui, Laurent, produit aujourd'hui des balsamiques, des vinaigres classiques, et aussi des vinaigres aromatisés de manière entièrement artisanale. Son entreprise s'appelle Granota. Il nous explique l'origine de ce nom. C'est la grenouille en occitan. Ça vient du fait que la première barrique qui nous a servi à lancer la production, puisqu'il faut du vinaigre pour lancer une production de vinaigre, c'était une barrique familiale sur laquelle était gravée une grenouille. Donc c'était un signe distinctif parce qu'à l'époque les barriques voyageaient beaucoup. Et donc on a repris ce nom et il se trouve que c'est aussi l'emblème de Narbonne. Donc ça tombait bien. Est-ce qu'il y a une tradition vinaigrière ici dans le Narbonnais ? Il n'y en avait pas. C'est une région de production, mais il n'y a jamais eu de transformation autre. Il y a eu des distilleries de masse, mais il n'y a pas eu de produit autre que le vin. Et aujourd'hui, on essaie de profiter du fait d'avoir des vignobles de qualité. Le Languedoc est connu pour ses vins. La matière première, c'est le vin du Languedoc ? Exactement. On en est aux vignes sur une partie, et puis après, on achète aussi des moûts locaux. Et donc les moûts, c'est le raisin non fermenté. Et donc, on profite du vin en poupe de l'appellation et du savoir-faire des vignerons pour faire un autre produit autour de la vigne, mais qui ne soit pas du vin. C'est bien que vous parliez du vinaigre, parce que c'est un incontournable de la gastronomie française au même titre que les condiments. Et les chefs cuisiniers et les gastronomes sont de plus en plus attentifs au choix de leur vinaigre. Alors revenons à Granota, c'est une entreprise qui se visite ? Absolument, c'est une entreprise qui ouvre ses portes et qui invite à une vraie immersion dans le monde du vinaigre. Alors vous pourrez par exemple vous rendre compte de l'effet du temps sur le vinaigre en observant l'évolution de sa coloration. Et vous pourrez aussi sentir le vinaigre à différentes étapes. Et surtout, on vous expliquera le processus de fabrication au cours duquel l'alcool est transformé en acide. Et Laurent nous parle justement de la méthode qu'il utilise. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Lucille ? On explique, voilà, ça s'est perdu. Donc le savoir-faire, la méthode d'Orléans qu'on appelle, la méthode française pour fabriquer des vinaigres qui a été un petit peu abandonnée. Du temps, de la patience et de la bonne matière première dans des fûts. Concrètement, c'est ça. Et puis, il nous faut au minimum 18 mois pour sortir le moindre vinaigre et on peut aller jusqu'à des vieillissements de 10 ans. Une fois qu'il est fait, on tire au clair, ce qu'on appelle pas de filtration spécifique, pas de pasteurisation, rien, mise en bouteille pour le vinaigre de vin classique. Sinon, on aromatise toute une gamme de vinaigres larges, des classiques aux plus originaux. Par exemple ? Un classique, framboise française, miel de Narbonne, citron de Menton, des choses plus originales, badiane gingembre, on a un vinaigre pour les huîtres. Qu'on avait créé spécifiquement pour nos agriculteurs. Et puis surtout après, ce qui nous occupe le plus, c'est les balsamiques. Voilà, qui est très à la mode. C'est une mode qui ne désemplit pas. Donc là, il faut travailler du jus de raisin. C'est un vinaigre que les gens ne connaissent pas du tout. En ce moment, là, tout septembre, octobre, on est sur les cuissons des balsamiques. Donc on peut justement, là, je vois dans la salle qui est juste à côté, je vois du mou qui est travaillé. Alors, il est cuit. Il est cuit pour être concentré jusqu'à... On va aller voir ? Allons-y. Voilà, donc le bruit qu'on entend, c'est... C'est l'agitateur, on pourrait le faire à la même, mais on préfère avoir un moteur qui travaille pour nous. Donc le mou est mis à chauffer, il va cuire à différentes températures selon son degré de concentration, pour enlever le maximum d'eau et en même temps le cuire. Il y a les 2 étapes, concentration et cuisson. Ça va durer 3 à 4 jours pour chaque lot. Donc là c'est un chardonnay. C'est le cépage qui est l'un des cépages les plus connus dans le monde, qui fait des balsamiques intéressants. Mais on va cuire tous les cépages possibles imaginables dans le Languedoc. On a mis en place des méthodes uniquement avec du raisin.
Pas de caramel, pas de sulfite ajouté, aucun ajout. Et des cuissons lentes. On part du produit, on respecte le produit. Et donc, c'est 100% raisin. Et il faut 5 kg de raisin pour faire 1 litre de balsamique. Et après, donc pour le balsamique? Une fois que la cuisson est terminée, on va rentrer dans une période de tranquillité pendant l'hiver. Donc là, c'est cuvinox en général. Cuvinox ou grosse barrique de 500-600 litres. Pendant 1 an, 18 mois. Là, on a les premières fermentations qui vont se créer. Et après, on attaque le vieillissement dans des fûts de plus en plus petits. Merci Thibaut pour cette visite. Alors si les auditeurs veulent tous les renseignements, il y a un site. Absolument, granota.com, Granota, G-R-A-N-H-O-T-A. Et vous y trouverez les horaires des visites. Et en ce moment, il y a 2 visites par semaine. Mais l'entreprise reste ouverte, je crois, du mardi jusqu'au samedi. Merci Thibaut. Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite vous présentent Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Merci à vous, chers auditeurs. On arrive déjà à la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.